Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live du Pèlerin. Je suis très contente de vous retrouver ce soir avec une invitée exceptionnelle pour une soirée qui s'annonce d'ores et déjà très belle. Alors avant d'attaquer, juste un petit test technique pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez correctement. Alors je ne vois pas encore la vidéo s'afficher, mais je pense que ça ne va pas tarder. Est-ce que vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre? J'actualise la page. En tout cas, si certains d'entre vous nous suivent en direct, n'hésitez pas à nous confirmer le fait que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Ah, c'est bon, je vous vois. Super, vous êtes déjà une quinzaine à être là. Génial. Bienvenue à tous. Alors, en attendant de vous lire, d'avoir la confirmation que le son passe bien, juste pour vous rappeler les règles ou plutôt le principe de ce live. Donc, nous sommes en direct avec vous. Vous pouvez écrire vos commentaires, poser vos questions, réagir aux témoignages de nos invités. Vos commentaires apparaissent en temps réel sur mon écran. Je les lirai au fur et à mesure des interventions. Et enfin, le temps que... Super, on est déjà donc 27, 30 bientôt. Le temps que les internautes, les derniers internautes nous rejoignent, je vais vous demander un petit service ou même plutôt un grand service, celui de partager massivement ce rendez-vous à vos communautés, d'inviter vos amis. Plus nous serons nombreux, plus cette soirée sera belle. Alors, je vois que nous avons déjà trois commentaires. Super. Bonsoir Michel, bonsoir Marie-Claude, bonsoir les jeunes de Cambrai, bonsoir Eric. Super, Ah, vous nous entendez, c'est très bien. Donc, nous allons pouvoir commencer cette soirée. Je vais vous présenter nos deux invités qui vont apparaître à l'écran, que vous voyez ce soir. Donc, comme vous pouvez le voir, les femmes sont à l'honneur sur la page Facebook du Pèlerin. Avec nous déjà, Sœur Marie-Stella. Donc, Sœur Marie-Stella, vous êtes religieuse infirmière au Togo. On vous appelle la maman aux 1500 enfants. Et je crois que dans les faits, c'est pas tout à fait ça parce que vous en avez élevé quasiment 2000. C'est bien ça? ouais. 1000 enfants. Ces enfants, ce sont des orphelins, la plupart des orphelins du sida. Vous les avez tous accueillis et élevés avec amour dans les maisons familiales que vous avez créées il y a un peu plus de 20 ans à Dapahong. Bienvenue, Sœur Marie-Stella. Merci. Merci, Cécile. Au nom de tous les lecteurs et de toute la rédaction, je voulais vous remercier d'être avec nous ce soir. Nous sommes très touchés par votre présence en direct depuis Dapahong, le nord du Togo. Merci de nous consacrer cette heure. Et puis, on pense particulièrement à tous ces enfants qui sont pas très loin de vous en ce moment et qui nous prêtent leur maman le temps de cet échange. Avec nous, donc également, nous avons Sœur Marie-Stella et nous avons Sophie Laurent que vous voyez apparaître sans doute en haut à gauche de votre écran. Sophie, qui est votre amie de longue date. Tu es journaliste au Pèlerin et vous venez tous les deux de co-signer un très beau livre que je vous recommande vivement, chers internautes. Notre combat nous grandit aux éditions Bayard, avec votre témoignage, Sœur Marie-Stella, qui est relaté par Sophie, un témoignage dans lequel vous vous livrez avec humilité et générosité. Vous nous offrez un peu de nous et Sophie le retransmet avec des mots simples et forts qui sont à votre image, Sœur Marie-Stella. Donc, merci pour ce beau cadeau que vous nous faites en ce début d'année 2020. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. On est déjà plus d'une cinquantaine. C'est génial. Je sens que ce soir, on va être nombreux. N'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous dire que vous êtes là. Bienvenue Cathy, bienvenue Victor, bienvenue Ah, Céline. Voilà, vous arrivez là tranquillement, il est 19h05, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc voilà, Sœur Marie-Stella, vous êtes nos lecteurs ouais. vous connaissent, ils vous soutiennent aussi, ils demandent souvent de vos nouvelles et même certains lecteurs parrainent des enfants de l'association. Et cette histoire entre vous et nous, elle a commencé il y a plus de 10 ans. Et c'est justement grâce à toi, Sophie, c'est toi qui en est à l'origine. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette aventure entre Sœur Marie-Stella et le pèlerin? Ça a commencé en fait il y a 20 ans, en 2000, lorsque j'ai réalisé un portrait de Sœur Marie-Stella à Cambrai et elle était alors en train de créer sa petite association qui avait que 2 ans d'existence. Et c'était un portrait pour la Croix. Et puis après, pendant une dizaine d'années, on s'est échangé nos vœux, mais le lien était assez ténu. Et puis, on s'est revus brièvement dans un salon d'aéroport à Roissy, une petite demi-heure. Et en fait, c'était comme si on ne s'était jamais quittés. Donc, tout de suite, on a repris le fil de notre conversation. Et en rentrant de cet entretien, j'étais un petit peu sur mon petit nuage par tout ce que l'association avait réalisé en 10 ans.
je recevais bien la lettre chaque année, mais je ne réalisais pas les progrès. Et là, cette conversation m'avait fait me rendre compte du travail accompli. Et je tombe en sortant de l'ascenseur sur Anne Ponce, qui était alors la directrice de la rédaction de Pèlerin. Et toute contente, je lui raconte ma rencontre. Et elle me dit, eh bien, nous devrions faire une opération Noël solidaire avec Sœur Marie-Stella. Et je lui dis, eh bien, dans ce cas, il faut que tu m'envoies comme reporter au Togo. Et elle me dit, d'accord. Et voilà comment l'aventure de pèlerin avec Sœur Marie-Stella a commencé avec un premier reportage en 2010 dans les pages de Pèlerin. Donc, c'était il y a plus de 10 ans, il y a 11 ans bientôt. Et aujourd'hui, donc, vous publiez ce livre. C'est votre second livre, Sœur Marie-Stella. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, donc Sophie ou Sœur Marie-Stella, l'une de vous deux, comment est né ce projet de livre? Vas-y. Est-ce que Sophie, tu veux nous raconter comment… Elle a entendu, mais disons qu'on avait fait un premier livre ensemble, enfin, où Marie-Stella racontait un petit peu son expérience personnelle, sa trajectoire, à la fois de religieuse, d'infirmière et de fondatrice de l'association. Et du coup, les lecteurs demandaient la suite, quoi, demandaient à savoir ce qu'était devenu Vivre dans l'espérance depuis 2012, puisque le premier livre, nous l'avions publié en 2012. Et donc, du coup, voilà, on s'est lancé à nouveau dans l'aventure pour expliquer un petit peu quels sont les combats aujourd'hui auxquels doit faire face Vivre dans l'espérance. Qu'en 2010, ton premier reportage, tu arrives à Dapaong pour la première fois. Qu'est-ce que tu as vu? Quelles ont été tes impressions? Tu as rencontré du coup ces nombreux enfants. Qu'est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que tu as vécu en arrivant en 2010 pour la première fois à Dapaong? Disons que quand on dit le mot orphelinat, on a des images à la Dickens dans la tête. On imagine des enfants en uniforme, tristes, peut-être amaigris, maltraités. Or là, en fait, quand on arrive à la maison Sainte-Monique, donc l'une des principales maisons familiales, on a tout de suite dans la cour de la maison Sainte-Monique toute une foule d'enfants qui rient, qui chantent, qui dansent, qui vient se faire embrasser, qui s'occupe de nous, qui nous ouvre les portières des voitures, nous porte notre sac à main. Donc, voilà, c'est une autre ambiance, absolument une autre ambiance que celle qu'on pourrait imaginer. Et ce n'est pas du tout un orphelinat, quoi. C'est vraiment une maternelle avec tous les qui vivent là, le mieux qu'ils peuvent. Internautes, nous sommes désolés pour ce petit souci technique. Ce sont les aléas du direct, surtout du direct depuis le Togo avec Sœur Marie-Stella. Donc j'espère que cette fois-ci, vous nous entendez bien, que ça ne va pas couper, mais il n'y a plus de raison. Maintenant, tout est sécurisé. Alors du coup, Sœur Marie-Stella, j'allais justement vous poser une question et vous donner la parole. En 1998, donc vous étiez jeune religieuse hospitalière. Vous expliquez dans votre livre, donc pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'avaient pas suivi la première vidéo, donc Notre combat nous grandit aux éditions Bayard, co-signé avec Sophie Laurent, journaliste au Pèlerin en haut à gauche. Donc dans ce livre, vous expliquez que jamais vous n'imaginiez en 1998 que votre vie allait être entièrement orientée par ce combat titanesque contre le sida. À l'époque, vous faisiez dormir en cachette au couvent des enfants dont les parents étaient morts du sida. Et puis, vous vous retrouvez aujourd'hui, en 2020, à avoir élevé près de 2000 enfants orphelins du sida. Comment vous en êtes arrivée là, Sœur Marie-Stella? Merci Cécile. Merci à tous pour les désagréments de tout à l'heure. C'est vrai qu'en rentrant dans la congrégation des sœurs Augustines hospitalières, mon désir, c'était vraiment d'être au service des plus petits et des plus pauvres. Quand malheureusement, en 1993, le VIH est venu comme une inondation au Togo, et alors que j'étais encore en France pour mes études d'infirmière, et mon frère a été atteint du VIH-Sida.
Et j'ai été vraiment très, très, très interpellée et j'ai été très touchée profondément et personnellement par cette maladie qui a ravagé, je dirais, et puis coupé toutes les relations humaines, je dirais, autour de moi à cause de mon frère. Alors, j'ai commencé par réfléchir pendant que j'étais aux études et quand je suis arrivée en 98, j'ai demandé aux sœurs d'avoir une attention vraiment pour les malades du sida. J'ai commencé par une famille, deux familles, mais pour moi, je ne m'y attendais pas qu'en 2021, aujourd'hui, nous puissions avoir tout ce travail, parce que le travail était plus dans l'obscurité et à faire des petites actions, à aller laver les malades, à faire des enterrements, à réconcilier les familles et à redialoguer pour reconstruire la cellule familiale. Donc, je n'avais pas imaginé une minute, mais moi, je dirais que si les choses ont grandi, c'est vraiment par pure grâce que Dieu m'a fait, parce que, comme j'ai l'habitude de dire intellectuellement, moi, je ne suis pas intellectuelle, je suis plus pratique. J'ai vraiment rencontré le Christ à travers les malades et à travers toutes ces familles qui étaient délaissées et qui étaient en souffrance, laissés à eux-mêmes. Donc, je dirais que c'est vraiment par pure grâce que l'œuvre a grandi et vraiment par aussi la solidarité. Parce que je pense que en travaillant solidairement, les gens ont répondu à cet appel, au cri de cet appel des personnes en souffrance. Les gens ont répondu tout de suite à cet appel pour se dire que ça, c'est important, c'est urgent. Il faut venir aux appuis de ces enfants et de ces personnes en souffrance. Voilà. Et alors, je pense que c'est un peu ramassé, c'est ça. Alors justement, aujourd'hui, donc ces enfants qui étaient à la rue, vous les élevez, vous les accompagnez jusqu'à l'âge adulte. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, c'est bien ça que vous suivez de près, et d'autres sont accueillis dans deux maisons familiales. Donc je crois que c'est important pour vous d'appeler ça des maisons familiales. Concrètement, donc, à quoi ressemble le quotidien d'un de vos enfants accueillis dans ces maisons familiales? Comment ça se passe la vie dans ces maisons familiales à Dapahong? Ça y est, ça recommence. Alors, ma sœur, malheureusement, on ne vous entend plus de nouveau. C'est étrange parce que ça fonctionnait. Est-ce que vous nous entendez bien, vous? On a vraiment un problème de connexion ce soir. Je crois que le réseau n'est pas avec nous. Ouais, mais sinon, bon, si jamais ça ne fonctionne pas, on fera une belle vidéo enregistrée qu'on vous partagera, chers internautes. On a fait pourtant beaucoup de tests de connexion avant, ça avait bien fonctionné. Hop. Bon, je vois en attendant vos commentaires. Marie, je vois que vous êtes avec nous. On va rester encore écouter. Est-ce que... Je ne sais pas comment ils ont fait tout à l'heure pour que ça refonctionne. Bon, on va refaire un dernier test. Est-ce que vous, sœur Marie-Stella, vous nous entendez? Ah, voilà, ça fonctionne. C'est bon, vous nous entendez? Ah, moi, je vous entends. Ah bon, bah super, super. Ça y est, vous m'entendez? On vous entend. Bon, c'est vraiment les aléas du direct. Aïe, 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 aïe. Pour que ça fonctionne jusqu'au bout. Bon, alors, racontez-nous, racontez-nous comment aujourd'hui, comment vous accueillez, comment vous élevez ces enfants. C'est donc 1500 actuellement, 490 qui sont déjà devenus des adultes. Comment vous les accompagnez, comment vous les élevez, ces enfants? En fait, vous savez qu'en Afrique, ce qui compte, ce n'est pas d'élever un enfant, mais c'est d'élever toute la communauté. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Je m'entends très bien. C'est d'élever l'enfant. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'est d'élever l'enfant au sein de sa communauté. Ce qui compte, ce n'est pas l'enfant lui seul, mais c'est la communauté. Alors, au début de l'association, nous avons mis beaucoup l'accent sur la communauté. Pourquoi sur la communauté? Parce qu'en Afrique, nous sommes élevés par plusieurs personnes. Par un oncle, une tante, un père, une mère, s'il y en a, une grand-mère, s'il y en a. Alors, au début de la pandémie, pour éviter que beaucoup d'enfants soient stigmatisés et exclus de leur famille, nous faisons des visites à domicile et ces visites à domicile nous permettaient d'expliquer comment on appelle ça là, ce que c'est que la maladie du sida, les voies de contamination, la prévention, l'accompagnement
et dire que l'enfant, même s'il est atteint du VIH-Sida, il n'est pas contagieux, il n'est pas dangereux. Il a le droit d'avoir une vie familiale normale comme les autres. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec les communautés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de 1000 enfants qui sont dans les communautés ou avec un parent qui est vivant ou avec une grand-mère, un oncle ou avec un ami de la famille. Alors, ceux qui n'ont pas eu de parents ou dont les grands-parents sont très âgés, ils sont dans les maisons familiales. Pourquoi on appelle ça les maisons familiales? Parce que pour moi, c'est très dur de dire un orphelinat. Déjà, se sentir orphelin, c'est pas facile, c'est dur. Alors, dire que ce sont les maisons familiales, ce sont les maisons dans lesquelles les enfants réapprennent une nouvelle vie de famille avec d'autres enfants où ils ne se connaissent pas, mais ils sont frères et sœurs parce que c'est la même histoire qui nous unit, l'histoire de la maladie, l'histoire de la souffrance. Alors moi, je dirais, ta question, me posant la question à savoir comment est-ce que je vois la journée d'un enfant ou bien, bon, je ne sais pas, la vie d'un enfant, j'ai essayé de comparer ça à une salade de fruits. Ça veut dire que c'est plusieurs fruits. Il y a des fruits qui sont très sucrés, il y a des fruits qui sont un peu amers, il y a des fruits qui sont acidulés. Ça veut dire que la vie de ces enfants, il y a des jours des joies, il y a des jours d'espérance, il y a des jours de désespérance, mais l'essentiel, c'est de prendre chaque enfant, chaque histoire de l'enfant, reconstruire l'histoire de l'enfant avec lui-même, avec son entourage, lui donner le goût de vivre, lui donner envie de se battre, lui donner envie de tracer un bel avenir, aussi comme les enfants normaux dans les autres familles. Donc, pour moi, ce sont des enfants pour lesquels il faut travailler tous les jours comme un tisserand aussi, une tisserande, à recoudre leur vie, à ressouder un peu l'histoire en leur expliquant d'où ils viennent, qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'ils doivent se réaliser. On ne doit pas se réaliser à leur place. Être avec eux, les accompagner tout en tenant compte de leurs forces et de leurs limites. Et c'est très beau parce que c'est très riche. Chaque histoire est vraiment pertinente et chaque histoire est unique, comme tout homme est unique dans le monde, je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Et justement, vous leur racontez aux enfants, vous leur racontez leur histoire à partir de... Enfin, comment vous trouvez les mots et à partir de quand, d'ailleurs, vous leur racontez toute leur histoire? En fait, chaque enfant a une évolution mentale différente. Il y a des enfants qui connaissent leur histoire à partir de 8 ans. Il y a des enfants qui connaissent leur histoire à partir de 10 ans. Mais en dehors de ça, à partir de l'adolescence, nous racontons l'histoire, toute l'histoire. Parce qu'à partir de l'adolescence, l'enfant ne se rappelle plus d'un grand nombre de pages de son histoire. Alors, il faut recommencer les choses à zéro, retracer pour recadrer l'enfant. Parce que vous savez que même un enfant né dans une famille normale, l'adolescence est un moment très difficile. Alors, pour aider l'enfant à le cadrer, à le remettre sur le bon chemin, il est bien pour nous, de temps en temps, de reprendre l'enfant avec beaucoup de dignité, de respect de ce qu'on a connu des parents, des mots que les parents nous ont laissés, de l'image que les parents nous ont laissée pour retracer l'histoire de l'enfant en impliquant les membres de la famille qui restent sur le terrain ou des amis qui restent, qui ont connu un peu l'enfant. Et ça, vraiment, on se rend compte qu'en reconstituant l'histoire de l'enfant à cet âge-là, l'enfant comprend et il comprend quelquefois ce pourquoi on est exigeant, quelquefois, parce que je ne suis pas toujours la sœur Marie-Stella qui sourit tout le temps. Pourtant, vous souriez souvent, vous souriez très souvent. Oui, c'est ça. Et donc, pour pouvoir recadrer l'enfant, il faut avoir plusieurs visages. Un visage adoucissant et puis un visage un peu sévère pour que vraiment, il s'en rende compte que la vie est réellement un combat et c'est tous les jours qu'il faut la choisir, il faut choisir cette vie-là. Voilà. Merci, merci Sœur Marie-Stella, et j'en profite pour accueillir tous ceux qui nous ont rejoints depuis ce petit problème technique que nous avons eu dans un premier temps. Bienvenue Marie qui nous a suivis sur ces 2 vidéos, bienvenue Jean-Marie qui nous dit une belle initiative de pèlerin de faire rencontrer cette grande dame au grand nombre. Faites-la connaître autour de vous, elle est formidable. Alors justement, je vous invite, chers internautes, à faire connaître cette grande dame et son magnifique témoignage autour de vous, notamment en invitant vos amis et en partageant
partageant cette vidéo sur votre mur. Nous avons plusieurs internautes, Marie-Christine et Milly qui ont réagi sur la salade de fruits, qui ont beaucoup aimé la métaphore. Nous avons Julie du Togo qui nous écrit: Sœur Marie-Stella est formidable, c'est une vraie richesse de la rencontrer, c'est une richesse pour nous aussi en tant que journalistes. Et nous avons Marie qui nous écrit: c'est sûr que dans les maisons, les enfants ne sont pas juste accueillis pour être nourris et pour être logés, mais on sent une espérance, on sent qu'une dignité leur est rendue comme au sein d'une famille. Voilà pour les quelques commentaires. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. On va les remonter au fil de l'eau. Après, voilà, la nourriture, ça reste quand même un sujet, puisque vous êtes dans une région au Togo qui est touchée par la pauvreté. Donc, je crois qu'on appelle la région des savanes, qui est au nord du Togo. Certains parents, d'ailleurs, vous supplient d'accueillir leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas forcément les nourrir. Comment vous arrivez, vous trouvez des moyens pour remplir chaque jour les assiettes des enfants de l'association? C'est pas du tout facile, c'est pas facile, mais c'est possible quand il y a une solidarité, comme on est en train de la vivre là sur le Facebook, pour tous ceux qui nous suivent. C'est possible quand il y a une solidarité, puisque c'est grâce à la solidarité que nous pouvons aider tous ces enfants, non seulement en les nourrissant, mais en les éduquant. Et je dirais que la première des grandes chances pour ces enfants qui ont été accueillis dans les maisons familiales, c'est quand même la grande rencontre de Maman Rita, qui est venue tout un matin me rencontrant avec des enfants qui avaient été abandonnés à la veille où j'avais enterré leur maman, et je ne savais pas où faire habiter ces enfants, alors qu'on avait déjà des logis où les enfants étaient comment on appelle ça, exclus encore de ces logis-là. Grâce à cette grande générosité, les maisons familiales ont vu le jour. Alors moi, je dirais que le concours de chacun, déjà humainement, c'est très important. L'autre concours, c'est vraiment cette solidarité, cette confiance que nos amis européens, africains et puis du monde entier nous font confiance. Ils nous font confiance. Alors, cette confiance nous donne de l'énergie, cette confiance nous donne l'occasion d'accueillir chaque enfant en difficulté. Alors, c'est vrai que c'est un quotidien qu'il faut gérer, parce que quand on gère aujourd'hui, on ne sait pas ce que donnera demain. Comment on appelle ça? Je dirais que plus les enfants grandissent, plus le coût de la vie est élevé. Mais l'espérance fait que à chaque fois que nous posons la question à savoir est-ce qu'il faut encore accueillir, mais les bras s'ouvrent. Les bras s'ouvrent pour venir à notre rencontre, pour dire, eh bien oui, il n'y a jamais de maison remplie, trop remplie pour ne pas accueillir un enfant, parce que la grâce est là, parce que la solidarité est là, parce que la fraternité est là, parce que les gens qui nous aiment sont là pour nous appuyer, nous accompagner sur cette route qui n'est pas forcément facile tous les jours. Alors justement, depuis le début de l'association dans les années en 98 et aujourd'hui, l'association qui est devenue une ONG, Vivre dans l'Espérance, s'est beaucoup développée. Donc maintenant, vous avez 2 maisons familiales, un centre de soins, le centre Maggie, qui a été financé notamment en partie grâce aux lecteurs du Pèlerin. Vous avez également une maternité, une ferme. Est-ce que vous avez encore des projets en cours de développement? Est-ce que vous avez des envies pour demain? Ah oui, oui, oui. Vous savez, à l'association Vivre dans l'Espérance, il y a une sœur, la sœur Geneviève, qui a toujours l'habitude de me dire que quand on me donne un petit doigt, je prends tout le bras. Et ça veut dire qu'à l'association Vivre dans l'Espérance, nos actions prennent de l'importance parce que nous sommes à l'écoute des besoins de la société, des besoins de la population dont nous avons la charge. C'est vrai que depuis 1 an, nous avons une petite école qui est née pour pouvoir aider nos enfants qui ont des difficultés dans les écoles primaires à cause du nombre et à cause de leurs problèmes de santé. Nous avons vraiment le désir d'agrandir cette petite école pour faire plusieurs niveaux, le collège et le lycée. Le deuxième projet, c'est de renforcer les capacités au niveau du centre Magui. Aujourd'hui, le centre Magui est ouvert à toute la population, mais il nous manque encore des unités, il nous manque encore certaines réalisations comme avoir un grand laboratoire qui répond aux besoins des grands malades dont nous sommes appelés à envoyer comment on appelle ça là, les examens, ou bien envoyer le malade à Lomé
c'est difficile. Les malades n'arrivent pas à trouver de l'argent pour voyager, aller à Lomé. Alors, avoir un laboratoire qui répond aux besoins de la population, avoir une belle pharmacie qui répond et avoir aussi un service d'imagerie. Le scanner, par exemple, nous ne faisons pas le scanner à Dapaon. Il y a plein d'examens médicaux que nous ne pouvons pas faire au niveau de Dapaon et qu'il faut courir vers Lomé alors que la population reste quand même très sensible et très pauvre. Aujourd'hui, au vu que l'école prend de l'ampleur, nous avons besoin d'un bus pour pouvoir faire le transport des enfants. Malheureusement, depuis 2 semaines, le bus nous a relâchés. Alors, on est obligé de prendre la petite voiture pour faire plusieurs voyages pour aller chercher les enfants plusieurs fois à l'école. Et puis, d'autre part, nous avons besoin d'avoir une petite maison à Lomé. Pourquoi avoir une maison à la capitale? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous accueillons des orphelins qui viennent de Lomé, pour qui nous avons du mal à faire leur histoire parce que la distance est trop longue pour faire la recherche des familles. Alors, ces enfants à l'âge adolescent posent d'énormes problèmes parce que nous n'arrivons pas à faire le tissu de leur histoire et ils sont de plus en plus malheureux quand ils sont à l'âge adolescent où on ne peut pas leur raconter leur histoire, d'une part. D'autre part, nous avons de plus en plus de jeunes qui réussissent, qui vont à l'université et nous avons une grande charge de prendre des différentes locations pour les accueillir là-bas. Et d'autre part aussi, un autre projet qui nous tient à cœur, c'est la fraternité, la nouvelle maison de la fraternité qui nous permettra toujours d'accueillir les jeunes filles et les jeunes garçons pour qu'ils puissent se réaliser d'une manière ou d'une autre en ayant une maison où ils peuvent se réaliser et se donner dans les différents services. Voilà. Donc, il y a beaucoup de projets dans cette association. Alors, Pèlerin, j'espère que Pèlerin ne sera pas fatigué ou nos bienfaiteurs ne seront pas fatigués d'entendre toujours que l'association Vivre dans l'espérance, tous les jours, a des projets à leur proposer pour pouvoir donner la vie, un peu d'espérance à toute notre population. Au contraire, nous avons dans nos internautes, nous avons Cathy qui doit vous connaître parce qu'elle nous écrit « Marie-Stella aura toujours des projets », c'est qu'elle vous connaît bien. Et nous avons aussi plusieurs internautes, notamment Victor qui vous demande comment il peut vous aider. Marie-Christine a répondu à parrainer un enfant, donc ça fait partie des options. Peut-être que Sophie, tout à l'heure, pourra nous en parler. Je vous remonte juste quand même quelques commentaires parce qu'ils sont nombreux et ils sont ils nous font chaud au cœur. Nous avons Laure qui nous écrit « Maman Rita et elle aussi une grande dame, toujours souriante. Elle est la maman de tous. » Nous avons Cécile qui vous écrit « Bonjour, sœur Marie-Stella, vous êtes une personne qui pense aux enfants plus qu'à vous-même. » Nous avons Philippe Royer, un ancien journaliste du Pèlerin, journaliste encore il y a peu au Pèlerin, qui dit « Bravo ma sœur, de tout cœur avec vous. » Nous avons Laure qui nous écrit que les enfants sont joyeux. C'est ce que je rapportais de mon court séjour à Dapaong l'an dernier auprès d'eux et de sœur Marie-Stella. Donc c'est Laure Yaya qui vous écrit. Et justement, Sophie, je crois que c'est aussi quelque chose qui t'a marqué la première fois que tu es allée à Dapaong en 2010, c'est bien ça? Tu as été marquée par cette joie qui irriguait tous ces enfants et qui finalement rayonnait au-delà même des maisons familiales, c'est ça? Oui, tout à fait, même le personnel, enfin les enfants, le personnel, tout le monde dégage une énergie et une bonne volonté, avec un sourire et tout, dans les conditions quand même difficiles d'une région qui est très pauvre, où tout manque, où la plupart des gens ont à peine le minimum pour survivre, et où il se passe des drames. L'association est quand même témoin de beaucoup de décès pour cause de maladies. Beaucoup de gens pauvres viennent frapper à la porte du bureau de Vivre dans l'Espérance pour demander de l'aide, des femmes battues, des personnes qui n'ont pas de quoi manger. Donc, dans ce contexte dramatique, c'est d'autant plus formidable et énergisant, disons, de voir toute cette activité et faite avec beaucoup d'humanité, de sourire.
C'est Merci, facile. merci Sophie. On a des commentaires de Mireille qui dit c'est tellement vrai, leur sourire est une belle leçon de vie. Marie-Christine qui nous répond que aucune pauvreté ne résiste à Marie-Stella. Laure qui nous dit que infatigable Marie-Stella. Et nous avons aussi un message de Joseph qui nous dit bonsoir maman chérie depuis Saint-Amand-les-Eaux. Ah, c'est gentil. Joseph Dambé. Et puis Thérèse qui nous dit bravo pour l'espérance. Voilà, vos commentaires nous font chaud au cœur. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Et en attendant, peut-être que Sœur Marie-Stella ou Sophie, du coup, vous pouvez nous expliquer concrètement, si on veut vous aider, Sœur Marie-Stella, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je laisse la parole à Sophie d'abord. Voilà, Sophie, Eh bien, expliquez-nous. par exemple, je voulais juste rebondir sur le commentaire de Joseph, parce que Joseph est un ancien enfant de l'association. Et en fait, lui et d'autres ont décidé de fonder leur association d'anciens. Qu'ils soient en France, au Togo ou ailleurs, les anciens enfants de Vivre dans l'Espérance qui sont maintenant adultes, qui gagnent leur vie, ont décidé de prendre en charge en partie leurs petits frères, si je puis dire, et aussi de contribuer à ce que Vivre dans l'Espérance ait leur soutien moral et financier, en service humain. Et je trouve que ça, c'est très beau. Et c'est déjà une preuve de réussite de l'association. On arrive à la 2e génération de volontaires, on va dire. Et puis, si on ne fait pas partie des anciens de Vivre dans l'Espérance, on peut aider en rejoignant une des nombreuses associations qui la soutiennent en France. Il y en a plusieurs sur tout le territoire. Et si vous voulez voir la carte de ces associations et les rejoindre, ou rejoindre l'association d'associations qui s'est fondée pour les réunir, c'est enfantdelespoir.org. Et donc, le site est, si vous tapez www.enfantdelespoir.org, vous tomberez tout de suite sur le site. Et là, vous verrez, vous pourrez voir un peu tous les projets détaillés de Vivre dans l'Espérance et toutes les façons d'aider, que ce soit parrainer, faire un don, rejoindre une association locale, proposer ses services, adhérer, voilà. Et donc, c'est à découvrir sur le site de cette nouvelle fédération des soutiens à Sœur Marie-Stella. Et je crois aussi qu'on peut acheter le livre. C'est ce que tu m'expliquais, Yeah. Sophie. On peut acheter votre livre. Voilà, donc notre... Le livre est en librairie depuis une semaine et tous les bénéfices du livre vont à Vivre dans l'Espérance. Donc oui, c'est une façon aussi d'aider, sans compter qu'évidemment, on connaît mieux l'association, j'espère en tout cas, en ayant lu cet ouvrage. Tout à fait, je vous le recommande vraiment. Un autre combat nous grandit de Sœur Marie-Stella, co-signé avec Sophie Laurent, voilà, qu'on vous recommande vraiment. Est-ce que Sœur Marie-Stella, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point de comment vous aider? Est-ce que vous avez des besoins, enfin des envies concrètes d'aide en ce moment? Moi, je pense que vraiment, Sophie a répondu à toutes ces questions. Et c'est vrai qu'il faut passer par les associations, il faut passer par Enfants de l'Espoir. Il y a les sœurs de Saint-Amand aussi qui nous appuient. On peut aussi passer directement par nous. Tout va aux enfants de l'association, tout va aux bénéficiaires de l'association. Avec confiance, vous pouvez continuer par nous appuyer d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment, avec le Covid, je dirais que nous avons encore plus besoin de l'aide. Parce que justement, concrètement, effectivement, épidémie sur épidémie, il y a celle du Covid qui est venue, qui arrive en force, je crois, depuis quelques mois, quelques semaines même. C'est plus que d'actualité. Comment concrètement cette épidémie, elle a un impact sur votre association et sur les enfants et les malades aussi? Ah oui, au début de l'épidémie du Covid-19, il y a quelques mois de cela, nous étions un peu loin de l'épidémie. On entendait parler, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour protéger toutes les régions et tout ça. Et nous avons eu du mal vraiment à rejoindre nos malades à cause de toutes ces mesures qui avaient été prises parce qu'il y avait des villages dans lesquels on ne pouvait pas aller. Il y avait au sein même des villages, des petits commerces de nos patients qui ne pouvaient plus marcher, comme tous les commerces d'ailleurs, tous les petits commerces d'ailleurs. Alors, nous avons eu beaucoup de malades, on a eu beaucoup de décès
en 2020 à cause du Covid qui était arrivé, mais pas en grande pompe. Mais aujourd'hui, depuis 8 jours, le Covid est arrivé dans notre région. Je crois que là, la région est carrément confinée. La région des Savanes est confinée depuis quelques jours. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas trop bouger au-delà parce que les cas se sont multipliés à cause des rencontres, à cause des réunions avec beaucoup de personnes rassemblées en même temps. Et donc, nous avons eu une flambée de la maladie. Mais nous félicitons le gouvernement qui a pris vraiment des décisions graves pour arrêter, mais en même temps, ces décisions n'empêchent pas qu'au niveau économique, à tous les niveaux, c'est un peu dur parce que les pauvres femmes qui viennent vendre leurs choses au marché ne peuvent plus forcément venir parce qu'il y a des barrières. Il faut éviter les grands rassemblements. Il faut éviter que les gens soient nombreux dans des, comment on appelle ça là, dans les différentes parties des villages et puis dans les endroits où nous sommes, quoi. Et donc là, c'est un peu compliqué en ce moment. Les malades n'arrivent pas à venir, mais là, nous allons commencer une tournée demain, une tournée qui risque de nous coûter, comme il y a quelques mois, en apportant les vivres, la pharmacie, et puis de quoi vraiment aider les gens pour se prendre en charge. Est-ce que justement, du coup, j'imagine que ça doit être compliqué d'aller visiter les malades et même pour les enfants. Donc, les enfants doivent rester dans les maisons familiales? En fait, jusque-là, ils n'ont pas encore interrompu les écoles. Il y a une grande sensibilisation qui se fait au niveau des écoles pour le port des masques, pour l'hygiène. Et au niveau des maisons familiales, presque tous les soirs, nous allons rappeler les règles d'hygiène aux enfants. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de contamination dans les maisons. Par contre, au niveau du centre Magui, puisque nous accueillons tout le monde, nous avons déjà eu quelques cas que nous avons accueillis et nous avons actuellement 5 du personnel qui sont rentrés en contact avec le Covid. Dieu merci, ils vont bien et normalement, demain, ils doivent être sortis de l'hôpital pour reprendre les activités dans quelques jours. Donc, le nombre de décès quand même par rapport au Covid est très minime, mais le temps du confinement, économiquement, ça nous coûte, quand je vois au niveau du centre Magui, 5 personnels absents pour 15 jours de travail. Ça a été très énorme. La charge du travail a été vraiment élevée et on ne pouvait pas avoir des moyens tout de suite pour prendre en charge 5 personnels pour les payer parce qu'il y a 5 personnels en moins, quoi. Donc, économiquement, socialement, et puis, je dirais relationnellement, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'un Africain isolé, c'est un Africain mort. Hein. Comment vous faites pour garder autant d'énergie, autant de morale? Vous êtes toujours rayonnante. Où est-ce que vous allez puiser cette énergie? Oui, je pense que cette énergie, comme j'ai l'habitude de le dire, elle est d'abord puisée dans la prière. Parce que vous savez, la prière apaise. Dans la prière, je peux confier tout ce que je porte, toutes les intentions que je porte, toute l'attention que je porte par rapport à la souffrance, aux difficultés, aux épreuves que j'endure tous les jours. Je peux les mettre dans la prière. Et puis la force de la fraternité, la force de cette solidarité autour de moi dans cette œuvre, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit avec les sœurs, que ce soit avec toutes ces associations, le pèlerin, la croix, tous ceux qui entendent parler de l'association et nous aident à nous mettre debout. Je crois que c'est une des grandes forces que nous avons pour pouvoir continuer l'œuvre. Une autre force, c'est vraiment cette confiance que toute cette solidarité nous apporte. Faire confiance à l'autre, c'est permettre à l'autre de se développer, c'est permettre à l'autre d'avancer, c'est permettre à l'autre de se réaliser. Et cette confiance que nos bienfaiteurs nous font depuis plus de 20 ans est un bienfaisant pour nous, pour les enfants, pour tous les malades et pour faire avancer tous ces projets de l'association Vivre dans l'Espérance. Il y a Cathy qui rebondit justement sur le fait que les associations en France qui vous soutiennent ne récoltent plus autant de fonds pour aider Vivre dans l'Espérance à cause de nos confinements respectifs aussi. Et nous avons Clarisse qui vous écrit « Courage à vous, nous imaginons les difficultés que vous vivez quotidiennement ». Elle vous demande si par ailleurs vous êtes assez équipé en masques. Au niveau des masques, nous avons moins de problèmes parce qu'il y a
le comité national de lutte contre le Covid qui donne au niveau du centre Magui. Mais au niveau des maisons familiales et tout, nous les faisons confectionner par le centre de couture au sein de l'association Vivre dans l'Espérance. Alors ça nous pose moins de problèmes. C'est les problèmes qui sont plus forts, c'est ce problème économique qui est vraiment une grosse difficulté pour nous. Parce que le fait que l'économie a énormément baissé, cette année, par exemple, c'est sûr que dans les 3 mois à venir, il y a des gens qui mangeront qu'une fois par jour. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que le bol de maïs actuellement qui est à 0,5 € est monté à presque 1 € et c'est quelques jours. Alors, c'est déjà très élevé pour les paysans. Donc, dans 2, 3 mois, je pense que beaucoup de familles n'auront qu'un seul repas par jour et ça risque d'être un impact pour nous parce que beaucoup d'enfants, quelquefois du quartier, nous viennent demander de l'aide. Et puis, les familles que nous visitons et les familles que nous aidons, nous serons obligés d'apporter non seulement les médicaments, mais augmenter un peu la denrée alimentaire à ce niveau-là pour éviter la malnutrition et même le décès de plusieurs malades. Des difficultés, vous en rencontrez régulièrement et vous racontez des histoires justement dans votre livre, témoignages très difficiles. Vous avez jamais eu envie de baisser les bras? Vous avez jamais été découragé? Ça vous fait rire, tant mieux. Oui, parce que vraiment, avec une œuvre comme ça, si vraiment si je vais me replier sur moi-même, presque tous les jours, j'aurais envie de baisser les bras. Mais il y a une phrase de Gandhi qui m'encourage tous les jours. Cette phrase-là dit ceci: quand vous hésitez devant une action, demandez-vous ce qu'elle apportera de bien au plus déshérité. Et c'est vrai, quand j'ai envie d'arrêter, j'essaie de regarder les enfants autour de moi et je me dis, et si j'arrêtais, que deviendraient ces enfants? Que deviendraient ces enfants au quotidien? Et comment on appelle ça? J'avais l'habitude d'entendre aussi Monseigneur Garnier me dire ceci, l'évêque de Cambrai, qui est décédé il y a 2 ans, là, qui soutenait beaucoup, beaucoup l'œuvre, me dire souvent que c'est pas quand il y a la tempête qu'on quitte le bateau. Quand il y a la tempête, nous devons chercher à orienter le bateau en ayant la patience que la tempête passera. Comme la tempête au temps de Jésus, avec les disciples dans le bateau, quand ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus dans le bateau, ils ont désespéré, mais à côté, il a dit, confiance, je suis là. Et je pense que c'est très important de réaliser quand même que de temps en temps, on a envie de baisser les bras, mais on se dit, non, il y a des réalités là. Il y a tous ceux qui nous portent, il y a tous ces enfants qui ne pourront pas avoir un avenir si on laisse tout tomber. Mais en même temps, il y a une espérance, il y a des mains tendues, il y a des gens, il y a un mot. Là, je viens d'avoir une lettre d'une de mes filles que je vais vous lire, une lettre qui m'a très fort marqué. Je l'ai eue même ce matin. Je vais vous le lire, cette lettre. Juste quelques phrases. Alors, elle dit ceci. Une des lettres, cette lettre dit ceci. Il y a de cela 6 ans que je suis avec vous. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien, sœur Marie-Stella. Il y a de cela 6 ans que je suis avec vous, pendant lesquels je vous ai fait voir de toutes les couleurs. Mais vous êtes toujours restés à mes côtés, priant, cherchant 1001 stratégies pour me ramener à la raison. Maman, je manque de mots pour vous exprimer ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Malgré toutes mes bêtises, tous les torts que je vous ai causés, vous m'avez témoigné votre amour, votre affection. Vous avez tout mis en place pour que je ne manque de rien. Aujourd'hui, j'ai mon bac et je dois tourner une autre page de mon histoire et je vous en remercie. Une lettre comme ça, c'est difficile de baisser complètement les bras et pouvoir aller jusqu'au découragement. Je pense que c'est très profond. Donc, c'est une jeune fille de 18 ans qui vient d'avoir son bac
et qui est parti il y a 48 heures en me laissant ce courrier que j'ai découvert ce matin. On a beaucoup d'internautes qui réagissent. Nous avons Bénédicte qui nous écrit Sœur Marie-Stella ne se décourage jamais, bravo. Nous avons Hélène qui nous écrit aussi « Les jeunes en France doivent se mobiliser pour aider les associations pour continuer cette œuvre fraternelle. Restons unis. » Nous avons Joseph qui nous écrit aussi que notre maman est une dame infatigable. Elle est pleine d'énergie et remplie d'une puissance divine. Nous avons les jeunes de Cambrai également qui nous ont écrit plusieurs commentaires et qui nous précisent que vous aimez beaucoup Mère Teresa et qu'on retrouve en vous le même enthousiasme et la même joie venue d'ailleurs. C'est le Père Emmanuel qui nous écrit et nous avons Marielle qui nous dit merci pour cet amour. Et alors, j'ai une question, peut-être que vous allez mieux la comprendre que moi. Nous avons Milibé qui nous écrit « Pourquoi les enfants vous appellent commissaire Adjoa ?» Alors, je me suis doutée que c'était peut-être quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Les enfants m'appellent commissaire Adjoa. Ben oui, c'est rigolo parce que les enfants me connaissent tellement que quand je change d'humeur, ils savent quand je viens dans les maisons si je suis de bonne humeur ou pas. Même de la façon dont je conduis la voiture, de la façon dont je marche et de la façon dont je m'adresse à eux. Alors, ils se disent aujourd'hui, ah, le commissaire est là, c'est pour régler les problèmes, c'est qu'il y a un problème ici, c'est qu'on a mal fait, c'est que nous devons nous tenir à carreau. Donc, c'est un peu cette casquette-là. Je suis obligée d'avoir plusieurs casquettes. Une casquette de mère, pleine de tendresse, mais aussi une casquette de commissaire pour redresser, pour accompagner, pour faire comprendre que ce n'est pas facile. Mais sur une route, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des cascades, il peut y avoir des trous, il peut y avoir un feu rouge, un feu vert et puis des interdits. Voilà. Alors, je vois Anne Ponce, l'ancienne directrice du Pèlerin, qui vous écrit toujours avec vous, Sœur Marie-Stella. Nous avons Mario qui nous écrit un beau message optimiste nécessaire dans cette période. Merci beaucoup. Jacqueline qui nous dit bravo à vous, bien à vous. Faustine qui nous demande si on pourra voir en replay ce live. Et tout à fait, vous pouvez le voir même pendant 6 mois. Donc, n'hésitez pas, raison de plus, pour le partager à votre entourage. Voilà, et Clarisse qui nous écrit tous de la même famille grâce à elle et qui nous écrit aussi je crois que chaque personne qui a connu Sœur Marie-Stella peut la remercier pour toute l'énergie d'amour qu'elle déploie. Voilà. Et nous avons vraiment beaucoup de commentaires. Je vous les enverrai à la suite de ce live. Je vois l'heure qui défile, qui tourne. Je voulais quand même vous poser une question sur votre premier combat, votre première lutte qui est à l'origine de tout le reste, c'est le sida. Vous accompagnez les patients depuis 1995. Vous l'avez rencontré avec la première personne que vous avez aidée, qui était votre frère. Vous racontez que dans les premières années d'activité d'association, c'était chaque jour que vous enterriez des victimes du sida. Est-ce que depuis, j'espère que la réponse est positive, mais depuis 1995, la prise en charge de la maladie, elle a évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on sait vraiment que la lutte est sur le point d'être finie ou il y a encore du chemin à faire? Moi, je dirais que la lutte a beaucoup évolué, même s'il y a du chemin encore à faire. Mais si je dis que la lutte a beaucoup évolué, une des premières grandes raisons, c'est l'existence du nouveau centre Magui aujourd'hui. Au début, nous n'osons pas faire un hôpital pour uniquement que les malades du sida, parce qu'on savait que les gens allaient venir abandonner les malades, les familles n'allaient plus jamais mettre pied dans cet hôpital. Mais aujourd'hui, après 20 ans de travail, après 20 ans d'accompagnement, après 20 ans de sensibilisation, après 20 ans de prise de conscience, et aujourd'hui, le centre Magui est ouvert pour toutes les pathologies en médecine générale. Et nous ne sommes pas étonnés parce que là, nous avons fait un grand problème, un grand travail au niveau communautaire, dans les villages, en ville, un peu partout, même par des émissions radio et quelquefois télévisées. Alors, au centre Magui aujourd'hui, nous recevons toutes pathologies confondues et souvent dans les salles, nous avons des salles communes où il y a 4 malades et sur 4 malades, 5 malades, il peut y avoir 3 malades du sida et on s'en rend compte que
tous sont comme des frères et sœurs dans une salle. Et dans la salle des enfants, c'est encore plus jovial parce que quand les mamans qui ont leurs enfants s'en rendent compte que l'enfant qui est à côté du lit à côté est un orphelin du VIH-Sida, ces mamans donnent un regard aimant et une tendresse à ses enfants à côté en ne les oubliant pas. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a 20 ans de cela, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu ça, c'était à côté. Le malade du sida était carrément à côté. Aujourd'hui, ils deviennent confondus. Ils deviennent confondus avec les autres et c'est extraordinaire et pour nos enfants, et pour nos malades, et pour les familles, de ne pas toujours rester doigtés. Mais si je dis encore qu'il y a du chemin à faire, c'est qu'il y a encore la sensibilisation qui n'a pas encore atteint certaines régions du Togo, certaines mêmes régions de Dapaon, qui sont encore très, très, très éloignées, où nous n'arrivons pas encore à aller. Il y a encore du travail à faire. Nous ne devons pas baisser les bras parce que le sida est une maladie de misère. Plus la misère va avancer, plus le sida ne va pas reculer. Et il y a du travail à faire parce qu'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup d'enfants que nous sommes en train de scolariser. Et nous n'avons pas de moyens pour qu'ils fassent des formations dont ils désirent ou bien des formations qui peuvent les amener à trouver du travail. Et ça nous fait peur parce que tant que ces enfants ne sortiront pas de l'ignorance, c'est encore un danger par rapport à la maladie du VIH-Sida. Donc, il y a toujours du travail à faire, même si d'un côté, nous avons évolué, même si d'un côté, il y a du succès. Donc, c'est le moment d'être très vigilant parce qu'actuellement, on ne parle plus beaucoup du sida, on parle beaucoup du Covid. Donc, le sida a l'impression d'être un peu oublié, mais si nous l'oublions, il va encore ressurgir, encore à pas géant, surtout en Afrique. Alors, restons vigilants et j'encourage beaucoup toutes ces associations, toutes ces familles, tous ces journaux, comme Le Pèlerin, qui continuent par nous soutenir, de ne pas nous oublier, ne nous mettez pas dans des placards. Restons ensemble. On ne vous oubliera pas, sœur Marie-Stella, et on le voit aux nombreux commentaires des internautes qui continuent de nous écrire. Il y a Cathy qui réagit sur le centre Maggie, qui nous explique que c'est une véritable réussite. Alors, merci à sœur Marie-Stella. Nous avons, je vois les commentaires qui passent tellement vite que je n'ai même pas le temps de les écrire. François-Xavier Maigre, rédacteur en chef du Pèlerin, qui vous écrit « Bonsoir ma sœur, grand plaisir de vous revoir. Bonne année à vous et à tous les enfants. » Et Hélène qui nous invite à parrainer des enfants. Trouvons des parrainages pour les formations pour les jeunes. Et nous avons Michel qui vous écrit « Chère petite sœur, quand pouvons-nous espérer vous voir en France ?» Ah oui, Michel. Alors, je pense qu'avec Sophie, quand on est en train de voir l'évolution de la maladie, donc on s'est dit d'ici avril, on va miser sur avril en espérant vraiment que jusqu'à ce moment, la maladie dans tous les pays reculera, quoi. Voilà. On va malheureusement devoir devoir conclure ce rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions en commentaire. Je crois que voilà, sœur Marie-Stella, on va devoir vous libérer. Vous avez toute votre très grande famille qui vous attend. Est-ce que avant, Sophie et vous voulez ajouter un dernier mot, une conclusion pour ce rendez-vous, ce live? Est-ce que Sophie, tu veux peut-être ajouter quelque chose, partager encore un dernier mot sur ton amitié? Rester toute la nuit, Cécile, mais je crois que bon, dans le livre, on a fait un peu le tour des combats et c'est vrai que en gros, il y a un combat par chapitre, mais on a fait 13 chapitres, je crois. Mais je pense qu'en fait, il y a 50 combats et ils sont tous à mener de front, ils se répondent l'un l'autre. Et c'est pour un développement global, en fait, qu'il faut lutter, pour que cette région du monde, tous les enfants aient les mêmes chances que chez nous et arrivent à une vie d'adulte qui ne soit pas juste une survie, mais qui soit épanouissante et dans laquelle ils peuvent réaliser leurs rêves et vivre décemment et faire vivre leurs proches décemment. Donc, évidemment, c'est très ambitieux, mais je crois que c'est très exaltant aussi. Et voilà, alors après, chacun amène sa petite goutte d'eau pour essayer de faire avancer les choses. Merci Sophie. Est-ce que sœur Marie-Stella a un dernier mot pour la fin?
En tout cas, mon dernier mot, c'est un grand merci. Parce que l'association Vivre dans l'Espérance, si elle a pu exister pendant plus de 20 ans, c'est parce que cette association est devenue une famille pour tous, une famille où nous nous retrouvons avec plusieurs couleurs du monde entier pour nous appuyer et pour nous accompagner. Et cette année, le pape nous invite vraiment à cette grande fraternité. Et nous espérons que cette année, avec le COVID-19, nous allons encore renforcer cette fraternité pour que notre famille puisse être vraiment ce bol de salade de fruits que nous présentons à tous. Merci et bonne soirée. Merci à chacun. Bisous. Merci, sœur Marie-Stella. Je vais vous montrer quand même ces derniers commentaires de revoir qui sont très touchants. Avant de conclure définitivement, nous avons Sandrine qui dit sœur Marie-Stella, merci et qui vous envoie un cœur. Thérèse qui nous dit grand merci. Clarisse, merci pour cet échange. Mireille qui vous écrit, il me tarde de vous revoir à Dapaong, pardon, dès que possible, avec Françoise de Maminou. Merci pour ce Bénédicte, merci pour ce rendez-vous. On resterait bien avec vous encore un petit peu. Michel, merci pour cet échange avec notre chère sœur Marie-Stella. Marie-Christine qui nous dit merci le pèlerin. Les jeunes de Cambrai qui nous dit félicitations pour cette belle émission. Et merci, merci pour le compliment, pour l'animation. Mireille qui nous dit merci à tous. Merci à Sophie Laurent, Michel qui nous dit je t'embrasse sœur Marie-Stella ainsi que Mama Rita, gros bisous aux enfants, donc c'est Michel Durand. Claire Lafosse qui nous écrit un grand merci pour ce beau témoignage et tout ce que vous faites, nous vous gardons dans nos prières. Marie qui nous écrit merci à tous et encore bravo sœur Marie-Stella. Voilà, et on a encore, je vois qu'il y a 15 commentaires encore qui s'affichent, je vous enverrai. Merci beaucoup, merci Cécile, merci à toi pour la belle initiative, merci à Sophie et merci à toutes les associations et au journal Pèlerin, à tous ceux qui nous aiment. Gros bisous à tous, de la part de tous les enfants, des malades, du personnel, de tout le monde. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci, vous aussi, sœur Marie-Stella. S'il y a bien un combat que vous menez avant tous les autres, c'est vraiment celui de l'amour. Alors, merci pour votre témoignage et puis pour cette image qui est absolument rayonnante que vous nous apportez d'Afrique. Vous portez bien votre nom, d'ailleurs, Stella. Comme Stella, c'est l'étoile. C'est pas très mais si, c'est l'étoile. Et vous êtes vraiment comme une étoile qui brille dans nos nuits. Merci aussi à toi, Sophie. Merci. À vous tous, chers internautes, pour tous vos messages. Il y en a encore de nombreux qui arrivent. Je lis dans vos commentaires que vous êtes touchés et émus comme nous par cet échange. Je vous invite à continuer à partager massivement cet échange sur votre mur pour faire connaître sœur Marie-Stella et toute l'action de l'association Vivre dans l'Espérance. Je vous souhaite une très belle soirée et j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent à regarder ce soir à 21h05 l'émission Des Racines et des Ailes, puisque vous y retrouverez notre rédacteur en chef François-Xavier Maigre qui vous emmènera sur les chemins du Mont-Saint-Michel. Donc on passe du Togo au Mont-Saint-Michel, mais vous aussi le détour, n'hésitez pas. En tout cas, à suivre ce soir à 21h05. Je vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très vite. Au revoir. Merci.